Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le livre de Daniel Estulin, La véritable histoire de Bilderberg, décrit très bien le système des principaux réseaux CFR, commission latérale, avec les noms des principaux acteurs. Ça a été une excellente base pour moi. Voilà, c'est RAF54 qui nous dit ça. Voilà, pour ceux qui pensent, évidemment, ah, mais bon, je sais que vous êtes certainement peu nombreux sur MetaTV, mais à penser que oui, tout ça ne sont que des fadaises, hein, billevesées de conspirationnistes trop gavés d'internet qui pensent qu'il y a des sociétés comme ça qui peuvent influencer les gouvernements. Eh ben désolé, voilà, de vous l'apprendre, et je suis bien content que de toute façon sur MetaTV, j'en avais pas trop de doute, faut le dire, que vous êtes plutôt informés sur ces questions-là, et vous savez très bien que ces réseaux ont une énorme influence sur le cours des choses. Et c'est quelque chose de nouveau, parce que même dans les manifestations aujourd'hui publiques, on entend des slogans anti-franc-maçonniques, des slogans anti-réseau, anti-Bilderberg. C'est des choses qu'on ne pouvait pas imaginer encore il y a une dizaine d'années, hein, qui n'étaient pas du tout au cœur du débat politique. Aujourd'hui, c'est véritablement des questions qui se posent. Et les gens sont informés, vous savez quelle est l'influence, hein, de ces organisations, hein, qui sont, pour le coup, ils n'aiment pas ça d'ailleurs, hein. Ils aiment pas être mis en lumière, ils n'aiment pas être au devant de la scène, ils préfèrent avoir ce rôle hein, de derrière, hein, et d'influencer les choses en dessous sans qu'on ne sache jamais quel fut véritablement leur rôle. Alors, quand les puissants se cannibalisent, c'est plutôt entre différents secteurs. DSK, je dois plutôt se faire attaquer par le militaro-industriel que par la finance. Oui, on peut spéculer, c'est vrai, mais bon, on sent qu'il y a une attaque, on ne sait pas trop d'où elle vient, c'est vrai. C'est pas énorme, on ne sait pas d'où ça vient clairement, quoi. On n'a pas trop d'infos encore, on le saura certainement. Toutes les monarchies en Europe ont des liens de sang depuis très longtemps, famille royale hollandaise, britannique, espagnole, grosso modo c'est la même famille. Oui, bien sûr, bah ça oui, sans compter, mais il y a des familles qui ont une influence très très forte, et la famille hollandaise a une influence énorme. Elle a justement dans ce rôle en plus de genre, ah non, on est les Hollandais, on est tranquille, tu sais, ils ont cette image très, voilà, les Hollandais en plus sont attachés, je trouve, à leur royauté par tradition, mais je les sens pas déjà aussi attachés que les Britanniques. Alors peut-être je me trompe, je sais pas. Je les sens pas aussi fervents que les Britanniques, quoi. Les Britanniques sont attachés à c'est un lien puissant, je trouve, de la transmission de cette civilisation britannique, effectivement, d'avoir conservé leur roi et tout le faste qui va avec, évidemment. Hein, les Britanniques sont très très attachés. Ils sont forts. Alors, qu'est-ce que vous me dites encore? La guerre des classes dure depuis des millénaires. Ouais, justement, bah, il est peut-être temps d'y mettre fin. Mon cher Caf Marron, bah ouais, justement, c'est vrai. C'est une guerre qui dure depuis longtemps, et cette guerre des classes, quand est-ce qu'on peut y mettre fin? Certainement, notre époque est la meilleure. C'est au moment où le peuple en a le plus conscience, finalement. Et notre époque est l'époque qui cumule les facteurs pour ce dernier renversement final, puisque nous sommes arrivés au point de rupture où nous savons que vous savez ce que nous et vous savez que nous savons. Donc il est temps de prendre une décision. Alors qu'il est d'ailleurs, c'est un peu le sens de leur nouvel ordre mondial qui s'accélère aussi de la même façon, et de la même façon le peuple dans toute sa conscience prend comment dire, connaissance de l'état réel de la situation, et grâce à cette interconnexion se met à agir. Et ça, on en est peut-être qu'au début de la prise de conscience. C'est pour ça que les actions ne sont pas encore visibles, mais elles sont en train de prendre racine dans les têtes. Et c'est comme, moi je crois en l'alchimie, hein, c'est comme dans l'alchimie, à force de jouer avec toutes ces pensées, ces pensées finissent par bouger le cercle général, et l'interconnexion qui existe tous entre nous, bah, elle finit par se poser dans la réalité, elle finit par se créer, voilà, à force. Donc, ouais, il y a encore du travail, mais ça avance même à grands pas, si j'ose dire.
le renversement avance à grands pas. C'est ça, hein, ce combat. Hein. C'est pour ça que de leur côté aussi, hein, ils ont peur, ils se corsent, de leur côté, ça devient plus violent, ça devient plus totalitaire, ça devient très autocratique. Hein, c'est logique, c'est logique. Et en face, nous aussi, ça se corse, ça se corse, ça se corse de la même façon. Et on nous parle, on nous traite, on nous dit qu'on devient radicaux, qu'il y a une radicalisation. Mais la radicalisation, elle n'est que le fruit de ce qui se passe en face. C'est la radicalisation de l'État et la façon dont aujourd'hui on voit bien que c'est violent. Regardez ce qui arrive encore à Jules Corbeau, hein, qui est encore assigné, il doit aller devant le juge, on veut le faire taire, on veut interdire carrément, on a convoqué tous les hébergeurs pour lui interdire d'avoir un site. Vous vous rendez compte ? Je vous dis, on est dans une dictature totale. On est exactement dans ce qui se passait dans les dictatures d'Union soviétique, qu'on parlait vous voyez, de ces dictatures un peu folles. Et ils font vraiment flipper parce que oui, de quoi sont-ils capables encore? Moi, je ne doute pas que si demain ils doivent même tirer sur la foule, ils n'hésiteront pas. Après tout, ils ont bien tiré sur la foule. Vous savez, toutes ces opérations de l'OTAN qui consistent à aller envahir les pays, elles ont aussi un but quelque part. C'est que, puisque ça va finir par leur retourner, évidemment, dans la figure chez eux, donc ça leur donne des techniques aussi pour maîtriser la foule, parce que quand il y aura évidemment des grands renversements, ils seront obligés d'avoir des techniques militaires pour pouvoir nous contrer. Et là, avec leur guerre de l'OTAN, ils sont déjà habitués à ça, ils sont déjà dans cette organisation. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils avaient changé la loi, vous savez, dans le Patriot Act aux États-Unis même, les militaires maintenant ont le droit d'intervenir sur le sol américain, ce qui était absolument proscrit, c'était comment on appelle ça, une règle qui garantissait l'absolue démocratie. Tu vois, les militaires n'avaient absolument pas le droit d'intervenir sur le territoire. C'est terminé, même aux États-Unis. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a balancé, c'est selon l'Athénien un lien. Alors, moi, je connaissais cette disposition, évidemment, qui prévoit qu'en cas d'émeute, on puisse, en fait, suspendre la Constitution et autoriser la peine de mort. Et bien ça, c'est prévu depuis longtemps, mais dans les traités européens, mais bien sûr. Ils ont prévu ces dispositions, donc ils savent très bien. Là, on voit qu'ils ont eu même la lecture des événements, à savoir que ça passe ou ça casse. Mais de toute façon, ils veulent que ça passe. Donc, quand il arrive, ils iront de force. Puisque même s'il y a une opposition, ils se donnent le droit de pouvoir, à un moment donné, l'éliminer physiquement, de façon légale. C'est dramatique, mais on en est arrivé là. Donc la dictature, on est en dictature. Pour moi, il n'y a plus de... qu'on arrête avec ce concept de démocratie. La démocratie, c'est une insulte d'appeler notre système comme ça une démocratie. C'est vrai, il faut commencer par changer les mots nous-mêmes. Nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans une dictature. Alors, c'est des mots qui choquent les gens, parce qu'ils vont te dire, oui, mais tu peux parler. Non, on peut parler. On peut parler jusqu'à un certain point. Jusqu'à quand? Parler, la preuve, non, on ne peut pas parler, puisqu'il y a des gens qui se font censurer pour des dessins, donc non, on ne peut déjà plus parler. Parce que faut bien comprendre que c'est un exemple qu'ils sont en train de monter avec Jules Corbeau, comme ils ont monté avec Dieudonné, comme ils montent. Ce sont des exemples. On prend comme ça, on va dire, des voix dissidentes, et puis on les met sur ce bûcher d'exécution pour ceux qui ont osé avoir critiqué la toute-puissance du lobby communautaire. Faut quand même le préciser. Alors, oui, la Russie pourrait être disqualifiée au profit d'Israël pour la prochaine Coupe du Monde de football. Alors là, c'est énorme. Oui, encore un signe de la puissance des réseaux. Mais tout à fait. Déjà, le fait qu'Israël soit membre de l'UEFA, c'est l'influence des réseaux. Michel Platini, il avait essayé, s'il avait promis ça dans son mandat, ça faisait partie de ses objectifs de virer Israël de l'UEFA, parce qu'Israël ne respecte évidemment pas la charte de l'UEFA qui impose évidemment le non-racisme absolu, etc., la non-discrimination des joueurs dans les équipes nationales. Donc ce qui n'est pas le cas d'Israël, évidemment. Donc il a été d'ailleurs débouté, il n'a jamais pu remettre cette question. D'ailleurs je ne sais pas s'il n'a même pas eu des pressions, parce qu'il a évacué la question. Il n'a rien pu faire, absolument rien. Je pense qu'on lui a même conseillé de lui dire attention, ça va être chaud si tu déclenches les lobbies là-dessus, c'est très très chaud. Et effectivement, là on a appris ça, alors là c'est énorme, qu'Israël remplace la Russie. Alors là, moi j'appellerais au boycott de cette Coupe du Monde, je vous assure. D'ailleurs c'est une mascarade. Aujourd'hui, la Russie peut-être même pourrait s'enorgueillir de ne pas participer à
cette mascarade organisée hein, qui n'est plus d'ailleurs qu'un espèce de rendez-vous de la consommation. Vous vous rappelez, vous l'avez tous vu d'ailleurs, on parle de réseau. Bah alors là, on va sombrer dans le conspirationnisme pour certains. Mais écoutez, moi j'ai vu je ne sais pas si vous vous rappelez en 2012, la cérémonie d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques à Londres, mais c'était exceptionnel. On était, alors là, excusez, pardonnez-moi, mais c'était quand même, on était dans le satanisme le plus total. Il y avait des pyramides de partout et des machins, c'était des symboliques absolument incroyables, des démons, etc. Tout était basé autour de ça. C'est-à-dire que ça ne s'invente pas. Hein, c'est pour ceux qui ont vu les images. Hein, d'ailleurs, c'est quand même extraordinaire, parce que vous savez qu'une cérémonie des Jeux Olympiques, je pense qu'il y en a plein qui le savent, ça s'appelle un pandémonium. Hein, et pandémonium, c'est la ville des enfers. Donc, ça laisse tout, voilà, hein, tout est écrit, il n'y a jamais de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Hein. Lucifer, le porteur de lumière, vous savez, le mec qui va mettre les... Hein, d'ailleurs, c'est depuis les Jeux Olympiques de Berlin, hein, avec un certain Jacob Adolf Hitler, hein, qui a organisé les Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, grosse propagande, alors absolument faux. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose, il va falloir quand même un jour remettre les pendules à l'heure sur cette affaire. On nous parle souvent, vous savez, de la performance donc du coureur noir, c'était Jesse Owens, hein, qui, pour lui, on dit que Hitler avait refusé de lui serrer la main et puis il était parti avant comment on appelle ça, la fin de la cérémonie pour ne pas serrer la main. Eh bien, écoutez, tous les témoignages affirment l'inverse. Et on dit qu'il lui a serré la main et tout, qu'il a même félicité, etc. Alors un jour, il faudra qu'on élucide cette affaire, parce qu'ils s'en font quand même un grand argument de la propagande à chaque fois pour nous dire « Ah ben Hitler, il n'a même pas voulu serrer la main parce qu'il était noir ». J'apprends que c'est absolument faux. Alors un jour, il faudra que les historiens nous expliquent le fond, parce que comme on sait souvent dans ce genre d'affaires, c'est souvent très politisé. Hein. Donc on a du mal à savoir où se situe le vrai du faux. Alors, quel est le lien entre Google et la franc-maçonnerie? Eh ben, il y a le logo Gmail, c'est vrai. Ouais, le logo Gmail, il est fabuleux. Le logo Gmail, c'est le tablier franc-maçon. Hein, pour ceux qui connaissent le tablier franc-maçon, vous regardez le tablier franc-maçon, c'est magnifique. C'est le logo de Gmail. Bon, petit hasard, mais c'est le hasard. Vous voyez voilà, c'est ça. C'est ça le problème, c'est de voir des corrélations comme ça qui ne sont que des coïncidences. C'est-à-dire, les gens de Gmail, ils n'ont pas fait exprès, c'est tombé, leur logo, ça ressemble à un tablier franc-maçon. C'est pas fait exprès tout ça, hein. Ils ont dépensé des millions, c'est le hasard. C'est tout à fait le hasard. Quand vous décidez d'un logo qui va servir pour une entreprise qui coûte des milliards, vous décidez ça au hasard. Vous voyez, c'est tout à fait logique. C'est la logique marketing. C'est comme ça qu'on vous fait avaler les trucs à la télé. Hein. C'est le hasard. Alors, le cercle le plus central est le Bilderberg. Voilà, il comprend une dizaine de membres, seul à connaître intégralement les stratégies. Le Bilderberg Advisory Committee, ah oui, le comité consultatif, oui. Ouais, il doit y avoir un petit comité, puis effectivement, tout un tas de gens qui participent, mais ça a beaucoup de sens, parce qu'en général, on voit que ceux qui viennent et qui participent dans une des réunions, en général, ça a des répercussions après, ils deviennent, comme par hasard, ils vont occuper certaines responsabilités où on les pressent pour des postes, ou souvent en veille d'élection, mais tout à fait, ouais. Donc il y a le petit comité qui dirige, et puis on convoque ensuite les élèves. C'est un peu ça, c'est un peu des élèves, un peu, c'est comme à l'école. Hein. Alors, c'est fou de constater que la féodalité n'a pas disparu. En réalité, on a toujours des rois, des barons, des seigneurs et des serfs. On a beau avoir des parlements, des élections, ce sont toujours les mêmes qui sont représentés à l'assaut. Et voilà, c'est exactement ça. C'est un système féodal. Sauf que les seigneurs sont élus, hein, et leur terrain d'action ne sont plus à venir parler aux paysans dans les villages, mais à venir à la télévision pour essayer de vous convaincre. Mais c'est tout à fait ça. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Le mondialisme prendra le temps, c'est le problème. Si c'est pas pour tout de suite, ils recommenceront. Mais là, il y a quand même une accélération totalement de l'effet, car peut-être les États-Unis perdent petit à petit leur suprématie. Alors, ils tirent à fond les cordes de la guerre civile. C'est Yen, et je suis entièrement d'accord. L'Empire est en train de s'effondrer. Et on voit bien qu'ils veulent entraîner tout le monde occidental avec eux dans l'abîme
plutôt que s'effondrer tout seul. Hein. C'est ça aussi le grand plan américain, c'est qu'on voit que la bête est blessée, on voit que l'Empire n'a peut-être même plus les moyens de sa véritable puissance militaire, et que cette affaire ukrainienne, mais on avait eu l'affaire syrienne précédemment, nous ont démontré que les États-Unis ne sont plus cette grande puissance suprémaciste capable d'imposer militairement par la force, comme ils l'ont toujours fait, et que on va dire que sur ce coup-là, ils ont quand même assez reculé, ils ont reculé aussi en Ukraine, donc il y a vraiment comment dire, une perte de cette hégémonie qui est en train visiblement de s'effriter. Et on sent l'accélération justement de cette fusion avec l'Europe, de cette, vous savez, comme une espèce de fuite en avant, quoi. Tu vois, plus ça va mal, plus on veut en conquérir, puisque en plus, c'est le principe des empires, c'est la conquête pour la survie. Dès que vous arrêtez, c'est terminé, et c'est la même règle pour tout le monde. Donc c'est un empire insatiable, l'empire américain, il s'arrêtera jamais, c'est à nous de le stopper. Et cet empire, évidemment, en train nous préférera nous entraîner dans la chute avec lui et d'entraîner tout le monde occidental à sa perte, s'il le faut, plutôt que s'effondrer tout seul. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que tout le monde occidental risque de s'effondrer pour les intérêts américains et dans une stratégie qui a été planifiée par les États-Unis d'Amérique. Voilà. Alors, on a l'équivalent dans les années 30 qui ont suivi la crise de 29 qui s'est achevée dans le conflit 39-45. Aujourd'hui, la crise de 2008 n'a pas encore été résorbée. Le futur qu'ils souhaitent est encore une boucle, une guerre pour purger les pertes. Exactement, mais c'est dramatique. C'est qu'en plus, on comprend à quel point cette guerre des années 30, elle s'est imposée en fait au peuple contre leur volonté. On comprend à quel point une guerre, elle peut s'imposer à nous contre notre volonté. Cette histoire, elle est très éloquente. On voit qu'on est pris. Alors à l'époque, la France était engluée dans un système d'alliance absolument absurde. Et aujourd'hui, on est pris dans à peu près le même système d'alliance, mais contre notre volonté, par le noyautage d'un réseau et la trahison de nos élites politiques. Et cette appartenance à l'OTAN nous met dans une position où on a confié la défense donc, de la nation aux mains des intérêts d'une puissance étrangère. Donc nous sommes complètement soumis, complètement vassal de cette puissance pour assurer notre défense. Et les États-Unis d'Amérique ont vassalisé l'Europe par le biais de cette stratégie, qui est une véritable stratégie des chaînes, développée par les Chinois, qui avaient compris ces stratégies-là depuis longtemps, donc qui dépouillent l'adversaire évidemment de son armée. Et l'adversaire n'ayant plus d'armée, il n'est plus capable de se défendre, et il est obligé de devenir votre vassal, parce que la France, là, à l'heure actuelle, on n'est plus en mesure de se défendre. Vous savez, on a une armée qui n'est que l'ombre d'elle-même. Le démantèlement qui a été organisé par Sarkozy, qui continue sous Hollande, on n'est plus capable clairement de se défendre. On est complètement à la botte d'une défense assurée par les États-Unis. C'est ce qu'ils ont toujours voulu. C'est ce que ne voulait pas le général de Gaulle. C'est ce qu'il avait tout fait pour que justement la France quitte l'OTAN et se dote d'une défense qui soit indépendante et autonome. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites? Selon moi, la Coupe du Monde, c'est cautionner toutes les horreurs perpétuées autour de sa préparation. Et je suis entièrement d'accord. Alors ça, on n'en parle pas du tout. Comme quoi, vous voyez, c'est toujours le deux poids, deux mesures. C'est encore. Les Qataris sont tellement puissants, leur argent est tellement important que on ne parle pas. C'est le bordel le plus total, c'est de l'esclavage. Les gens qui sont en train de travailler, on va foutre en plus un bordel pas possible pour changer les dates parce qu'il fera trop chaud et ils vont faire des stades climatisés. Enfin, mais c'est une horreur. C'est une horreur. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Voilà. Et comment dire? Il paraîtrait qu'il ait dit qu'il était mieux traiter lui en tant qu'athlète dans l'Allemagne nazie que dans son propre pays, un truc du genre, pour rejoindre un peu de portard. C'est Méry qui dit ça, d'accord, par rapport à Jesse Owens. Oui, tout à fait, il a fait des déclarations qui allaient dans ce sens-là en plus. Donc il y a de quoi éclairer cette affaire, tout à fait. Évidemment, les Américains, oui, il avait sorti un truc comme ça, qu'il avait été beaucoup plus respecté évidemment en Allemagne
qu'il ne l'était aux États-Unis. Donc tout ça est à méditer, évidemment. Alors, il faut lire Henri Coston sur les réseaux pour les années 20 à 60 en France. Il est très antibiotique, comme dit Adrien Abosi. Il est très bon sur les réseaux, la synarchie très sourcée. Voilà. Eh ben, c'est Victor Dumdum qui nous donne ça. Ben, super, hein, comme référence, Henri Coston. D'accord. Eh ben, ça nous intéresse, surtout que les réseaux ont gravement noyauté, alors surtout à partir de la Seconde Guerre mondiale. Vous le savez, les Américains avec la QE, hein, ils avaient le mouvement européen, ils avaient tout un tas de sociétés comme ça, ils avaient aussi pas mal d'intellectuels sous leur coupe. Ça, c'est une spécialité aussi américaine, hein, de stipendier comme ça des intellectuels dans tous les pays qui vont devenir des leaders d'opinion dans les médias et qui vont particulièrement influer sur tous les débats politiques, les problèmes sociétaux. Donc ils sont très très malins et je pense que ça continue parce que quand on voit des personnages, vous savez, comme BHL, voilà, on n'ose pas imaginer qu'ils ne fassent pas partie de l'un de ces réseaux, hein, d'influence et certainement encore d'autres, hein. Alors, qu'est-ce que vous me dites? C'est normal, les USA perdent leur suprématie. M. Sheikh Rihman Hussein, dans son livre Jérusalem dans le Coran, explique que le Dajjal déplace ses forces vers Israël. Pourquoi? Je ne sais pas. Eh ben, c'est peut-être le rêve d'Atali, oui, qui veut installer la capitale du nouvel ordre mondial en Israël, hein. Vous avez tous entendu cette déclaration absolument incroyable où, selon lui, ça symboliserait le meilleur endroit sur la planète pour établir un gouvernement mondial. Quelque part, il n'a pas tort. Parce que dans l'horreur d'un gouvernement mondial, ben, on pourrait ne mettre que dans le pays qui le plus abject est celui qui symbolise le plus l'horreur. Malheureusement, hein, je suis désolé parce qu'il y a des Israéliens, je pense, certainement de bonnes intentions, hein, mais voilà, Israël, c'est un pays qui s'est bâti voilà, sur la colonisation par le sang et qui a encore une colonisation et c'est complètement inadmissible, quoi. Et surtout dans notre époque du XXe siècle, à la mesure de la conscience et de la connaissance et de l'état dans lequel on est au niveau de nos aspirations, de nos objectifs, un projet comme Israël, c'est un projet d'un autre temps. C'est presque là, alors pour le coup, on parlait d'empire romain, etc. Là, on se croirait revenu limite au temps des barbares les plus absolus, hein, justement sans foi ni loi, sans État, sans droit, sans limite. Hein, et ça fait extrêmement peur parce que, évidemment, cet État, s'il doit devenir le centre du monde, ça laisse augurer quand même un avenir assez sombre pour le reste de l'humanité. Alors, depuis que les Français ont vu le CRIF sortir du bois pour tordre le bras du Conseil d'État, la rupture est consommée entre les Français et leur élite. Ils ne veulent pas croire qu'ils étaient cocus, et là, ils l'ont vu. Ouais, bah, entièrement d'accord avec eux, Razien. Et ça leur a fait du bien, je pense, de voir la réalité de la puissance de cette institution sur le gouvernement et sur le reste de nos institutions françaises, qui sont complètement mais aux ordres. Hein, cette affaire du Conseil d'État, c'est un scandale absolu, grand scandale. Scandale. On a bafoué toutes les règles de la défense, on a piétiné le simple bon droit à quelqu'un de pouvoir se défendre en prenant une décision le jour même. On n'a jamais vu ça au Conseil d'État. Vous savez que c'est du absolument jamais vu. Hein, de prendre une décision en 2 heures au Conseil d'État, c'est du jamais vu. Donc ça a montré toute la malfaisance et la nocivité de ce système républicain qui est un système aux ordres dans lequel vous, le citoyen, vous comme moi, n'avez aucun moyen d'influer d'aucune façon que ce soit, hein, et que le vote en particulier est un leurre. Hein, c'est juste, comme je vous dis, une espèce de Star Academy un peu plus perfectionnée pour catalyser comme un fusible les rancœurs et les espoirs. Mais finalement, tout ça va s'échouer comme des bouteilles à la mer chaque année, puisque rien ne change. Donc ce n'est pas par là, et certainement pas par là, qu'il faudra attendre le renversement. Bien au contraire, il faut le refuser. Voilà. Donc oui, c'est la pause, on me le dit, vous êtes d'une précision suisse à chaque fois pour les pauses. Donc on va faire la petite pause, et puis on revient après pour ces réseaux d'influence. À toi, Stéphane. Yes.
Voilà, de retour donc après ce petit Scoopy Tones, comme on dit, voilà, on vous a replongé à l'époque, hein, voilà, le duo, les spécialistes avec Princesse Agnès, et ouais, c'était la bonne époque, voilà, les mecs qui ont bien kiffé apparemment, bah voilà, c'était le morceau La France, hein, vous voyez, c'était un morceau qui datait déjà, parce qu'à l'époque il est sorti en 2005, mais le morceau il était antécédent, donc il date quasiment de 2002-2003 je pense, donc vous voyez, c'était déjà, attends, il y a presque 12 ans, vous vous rendez compte? Et ben voilà, et à l'époque ce morceau, je vous dis, ça a fait allez, un petit scandale, bon c'est pas non plus le grand scandale, mais si quand même on est venu me voir un certain nombre de fois, en particulier plein de rappeurs, et qui n'étaient pas d'accord, qui disaient bah attends c'est du rap de Sarkozy, tu fais du truc, t'es parti dans un délire, t'es machin, etc. Ça a été vachement controversé quoi de ce point de vue, parce que c'était pour faire comprendre ce combat pour la nation. Aujourd'hui en plus j'ai envie de dire encore plus affirmé dans mes convictions qu'à l'époque, hein, ce qui est déjà très affirmé, mais alors aujourd'hui on me traiterait de radical, hein, littéralement j'imagine, parce que j'y crois encore plus. Alors là, je veux dire, en plus quand on débunk, hein, je veux dire, là dans la décade on a eu le temps de voir un peu les orientations, hein, et que tout ça s'appliquait encore plus précisément, bah voilà, ce serait un immense voilà, un immense, en tout cas, voilà, plaisir de se refaire des petits sons. Voilà, on me dit oui, à quand Princesse Agnès sur le canapé? Ben peut-être, pourquoi pas, on va voir. Tout ça, ça va se mettre en place. Voilà. On demande c'est quoi la zig du générique. Eh ben écoute, justement, c'est Steph qui l'a fait, donc je sais pas trop, il va nous dire. La BO du jeu vidéo Super Meat Boy. La BO du jeu vidéo Super Meat Boy, voilà, donc vous voyez, on est très dans le game. Ah ouais, il y a des geeks dans l'équipe, donc ouais, c'est ambiance geek, j'aime bien, il y a Mario Bros et tout, vous voyez, non ça déchire, hein, bah ouais, merci pour lui, pour nous, je reprends aussi. Alors, pas les familles du CAC 40 sont toutes affiliées entre elles, tu m'étonnes, et ben c'est clair qu'il y a une espèce de continuité, les fameux 200 familles françaises, bah vous avez tous connu ça, ce schéma avec les familles françaises, puis tout se recoupe, hein. Elle en parle aussi, Annie Lacroix-Ris, dans ses conférences, hein, en particulier le fameux comité des forges, hein, qui a formé l'avant-garde, on va dire, l'ossature de l'industrie, métallurgique, et qui a guidé quand même toute l'industrie, en particulier aussi après avec les chemins de fer qui appartenaient à Rothschild, hein, faut le rappeler, hein, qui a fait sa fortune avec les chemins de fer aussi, le développement du chemin de fer étant lui-même lié au développement des matières premières, du charbon, puis aussi du commerce, etc. Donc qui entraînait toute l'économie, hein, faut le savoir, on construisait des chemins de fer partout. Hein, et puis pendant ce temps-là, on exploitait évidemment les mines de charbon, parce qu'on avait la chance, nous en plus la France, d'avoir du charbon, les Allemands aussi. Hein, le charbon allemand, vous savez, en plus de meilleure qualité que le charbon français. Mais on a épuisé comme ça, vous savez, toutes les mines du Nord, des générations entières. Moi-même, je suis issu d'une famille qui a vécu cette épopée du charbon, puisque j'avais de la descendance donc du côté du Nord, donc de mineurs, hein, qui sont même venus ensuite à Paris pour construire le métro, parce que vous savez que ce sont les mineurs qui ont construit le métro parisien, et beaucoup de nordistes parmi eux, il faut le savoir. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous dites? Anicette qui me fait du trolling maintenant, qui me traite de nazi, mais j'ai compris. Voilà, il y a Chrétien de Vroy, il nous a mis un petit lien aussi sympa pour comprendre les sociétés secrètes, ouais, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui nous échappent, hein, sur toutes ces sociétés. On vous a mis la vidéo de Pierre Hillard, il explique, et voilà, il confirme en plus complètement cette influence de la monarchie hollandaise sur on va dire les événements, et sur les grandes décisions qui sont prises dans ce monde. Et au-delà justement de cette image d'une petite monarchie bien à l'abri, qui comme ça paraît un peu bon ton, comme une vieille tradition qu'on conserve, on voit que ce sont des gens très très actifs, et pas du tout ce qu'on pense.
de gens qui sont complètement déconnectés, qui vivent comme ça dans leur monde rétrograde. Pas du tout, au contraire, ils sont carrément à l'avant-garde, ils sont au cœur du processus décisionnel mondial, et c'est par eux qu'arrivent les grandes décisions justement qui vont modifier la vie de millions de gens, quoi. C'est la réalité. Hein, voilà, on me dit vaut mieux être radical qu'extrême. Selon Jean-Claude Michet, être radical, c'est voir les problèmes depuis leur origine, alors que l'extrême, c'est juste sortir des limites. Ah, joli, je connaissais pas cette définition. En plus, Jean-Claude Michet, on lui a lancé une invitation, j'espère qu'il va accepter. Mais ouais, carrément, ouais. Ça, c'est un truc, tu vois, qui nous branche de l'invité pour connaître son opinion. Et il décrit très bien les phénomènes de la gauche. Alors, il y a Chrétien de Voix qui me dit « Annie Lacroix, c'est excellente, mais elle ne comprend rien au système de la couronne, normal, elle est marxiste. » Ouais. Oui, peut-être, oui, elle réfute absolument, oui, tout le système monarchique. Ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé aussi, parce que les monarchistes, on les prenait pas du tout au sérieux. Hein. C'était, on rigolait sur les monarchistes. On devait dire les monarchistes. La monarchie, ça paraît tellement. Alors là, en parlant de rétrograde, on parlait de gens, on a l'impression qu'ils étaient restés bloqués dans un autre temps. On disait, c'est pas possible qu'il puisse exister encore des gens qui veulent croire en la monarchie. Et puis, encore une fois, Internet, encore une fois, a ouvert les portes d'une information et d'un changement historique dans lequel on a pris conscience que tout le passé monarchique avait été volontairement sali justement par certaines formes de nous, ce qu'on pourra appeler des réseaux maçonniques. Alors ça, c'est quelque chose que les francs-maçons n'acceptent pas, et pourtant, on est bien obligé, force est de constater que le système républicain tel qu'il est défendu, c'est-à-dire cette démocrature, cette médiacratie, il est porté quand même depuis longtemps par les loges maçonniques. Et dans cette éducation, il faut savoir justement, en plus l'éducation nationale, qui a été un des secteurs que justement la République a voulu prendre et a arraché à cette éducation religieuse, puisque l'éducation auparavant était aux mains de l'Église. Et donc, à partir de là, on voit bien que tout le passé français, c'est-à-dire tout ce qui est la période antérieure à la Révolution, et donc toute la période monarchique, est constamment une période qui est dépréciée, qui n'est pas établie à juste mesure, et pour lesquelles on a beaucoup trop d'abus. Et puis, comme le signifiait très bien ici, on en parlait avec Marion Sigaud, qui nous disait le peuple est le grand absent en plus de cette période. C'est vrai, on ne sait pas comment vit le peuple, ce que pense le peuple. Le peuple est le grand absent, on a des témoignages royaux, des symboles royaux, des images comme ça, peut-être même d'une certaine noblesse, mais certainement pas du peuple. Le peuple est absent, a disparu de cette imagerie populaire. Et quand on réhabilite un peu justement cette histoire, on s'aperçoit que le peuple n'était pas en détestation de son roi comme on veut nous le faire croire, c'était tout l'inverse. Le peuple adorait le roi, et il y a plein d'événements qui sont interprétés justement à l'inverse de ce qu'il signifiait réellement. Entre autres, on parlait d'un épisode lorsque les femmes vont chercher, on sait, le roi à Versailles. Elles ne vont pas chercher le roi à Versailles pour le mettre à l'amende, elles vont chercher le roi à Versailles pour lui dire il faut que tu occupes ton rôle et que tu rétablisses le véritable sens, le pouvoir qui t'a été donné pour défendre le peuple. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose évidemment qui cloche dans l'histoire telle qu'elle nous a été enseignée depuis longtemps. Et là on peut y voir effectivement l'influence ou la patte de réseau qui cherche à en tout cas formater une certaine les esprits à cracher sur cette partie de l'histoire et en tout cas sont détournés. Et aujourd'hui, grâce à Internet, on a une vision quand même beaucoup plus affinée de la chose, et on voit que ces monarchistes qu'on prenait pour des fous absolus, des rétrogrades, sont en fait finalement certainement nostalgiques d'un passé, mais un passé qui n'est pas jeté à la poubelle. Comme on disait, on ne peut pas jeter le bébé l'eau du bain avec. Certainement que la monarchie a eu des dérives, et certainement, en plus, quand on arrive au XVIIIe siècle, alors là, en plus, on a parlé tout à l'heure, après Louis XV, c'est une trahison totale.
on s'est fait dépasser, quand la monarchie en plus, on le sait, dans l'histoire, se fait dépasser, etc. Donc finalement, tout n'est pas à jeter, hein. Il faut quand même reprendre les choses telles qu'elles se sont passées. Alors Tepa, dans quelle mesure penses-tu qu'un média libre comme l'État TV peut passer au travers du filet d'influence des réseaux? L'exposition n'est-elle pas proportionnelle à la popularité ou à la renommée de ce genre d'initiative? Eh ben, ça tient effectivement, pour nous passer, une question super intéressante de Zinzel, la question pour nous effectivement de passer au travers de cette influence des réseaux, c'est de garder une certaine ligne. Mais comme tu fais bien de le préciser, à la mesure de la popularité ou proportionnellement, proportionnellement à notre notoriété, il est possible que ces réseaux nous approchent, essayent de aussi. On a toujours peur de l'infiltration. On va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. L'infiltration est toujours possible. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils agissent.